Je voulais juste poser une petite question à Olivier que je lui ai déjà posée, mais que je vais la reposer en public. Puis les choses, depuis la dernière fois que j'ai posé la question, on a changé de gouvernement. Est-ce que l'après-Épidar n'a quand même une petite chance, sinon que les textes changent, mais au moins qu'on puisse expérimenter des choses un peu différentes pour les personnes qu'on accueille? Tu me fais beaucoup d'honneur en me posant la question parce que je n'ai aucun titre, aucune responsabilité pour y répondre. Je l'espère. Non mais, enfin, comment dire les choses je suis un militant politique, j'espère bien que les choses vont changer. Voilà, j'ai consacré beaucoup d'énergie ces derniers mois à tout ça. J'espère bien. Et pour ce qui me concerne, en tant qu'élu local, je participe à un certain nombre de conseils à Paris, de réunions, de groupes, etc. On va tous se battre là-dessus. J'ai la conviction que demain, les expérimentations comme EPIDA, mais j'ai envie de dire, on dit tous qu'EPIDA est une expérimentation. En fait, EPIDA, c'est l'insertion comme ça existait avant. Voilà, donc à un moment ou à un autre, le mot expérimentation il est galvaudé parce que l'expérimentation, ça devient la sortie de la norme. T'es pas d'accord parce que probablement... D'accord, mais l'expérimentation, c'est normalement quelque chose où au départ on bricole quelque chose de nouveau, et la très grande difficulté aujourd'hui, c'est que l'État, qui est un État qui ne se regarde que le nombril, ne se donne que très rarement les moyens d'identifier les ressources des territoires, etc. Or, moi je suis persuadé que la vraie créativité, elle n'est pas dans les ministères et dans les administrations centrales, elle est sur le terrain et en province. Ça leur fait mal de l'entendre, mais je pense que c'est nous qui créons aujourd'hui les solutions d'avenir. Donc la difficulté, c'est comment on s'organise alors qu'on a des réseaux d'élus qui ne jouent pas ce rôle aujourd'hui, ou très très peu, pour faire remonter réellement les expérimentations qui marchent, pour financer des évaluations qui tiennent la route, ça a été dit tout à l'heure, mais aujourd'hui, en France, les évaluations, dans la plupart des cas, ce n'est pas des évaluations, c'est des rapports d'activité, on met un PowerPoint, voilà ce qu'on a fait cette année, voilà par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés des fois de temps en temps, puis après on se tape tous sur le ventre en disant que c'est vraiment super ce qu'on fait, et tout va bien. Bon, c'est pas de l'évaluation. Et donc cette culture, pour le coup un peu anglo-saxonne, de l'évaluation expérimentale, de la capacité à mesurer, elle est fondamentale, et il faut qu'EPIDA, en effet, dans ce sens, et je pense de ce point de vue-là, je suis optimiste, en fasse la démonstration, parce qu'on a évoqué rapidement comme ça le désamour des Français vis-à-vis finalement de la solidarité. Comment il s'appelle le rapporteur général du Grenelle de l'insertion, Julien Damon, qui parlait de la fatigue de la compassion. Bon. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la notion d'assistanat. Maintenant, même des élus de gauche, l'assistanat est une notion qui vient de la droite la plus dure et la plus libérale, pour ne pas dire de l'extrême droite. Hein. L'assistanat, c'est une notion extrêmement violente. Aujourd'hui, beaucoup d'élus de gauche, quand ils parlent de social, se sentent obligés de commencer par dire « je suis pour le social, mais attention, je suis contre l'assistanat », parce que sinon, on n'est pas crédible pour la suite de notre propos. Bref. Non, mais c'est un point tout à fait fondamental. Cette fatigue de la compassion, elle est aussi liée à l'incapacité que nous avons eue dans le secteur social pendant de très nombreuses années à démontrer les résultats que nous obtenions. Et donc, à partir du moment où, en France, on a une culture à la fois une culture du militantisme, de la conviction, de l'éthique de conviction, une culture de l'empirisme des professionnels. On a confiance dans ce que les professionnels nous disent, mais on a peu, pour refiler sur éthique de conviction, éthique de responsabilité, d'éthique de la responsabilité. C'est-à-dire que finalement, accepter un jugement extérieur, accepter de faire une démonstration objectivable, on le fait peu. Et pourtant, je peux vous dire, par exemple, à Grenoble, on a mené une expérimentation avec une cohorte, avec tout le protocole expérimental très contraignant sur le programme Parler Bambin, hein, d'acquisition renforcée du langage dans la petite enfance. C'est un des sujets sociaux les plus lourds aujourd'hui, les écarts langagiers dans la petite enfance en fonction du milieu social. Et bien, quand on a fait cette démonstration scientifique et qu'on a mis à côté le prix que ça coûtait, tout le monde a bien compris qu'il fallait évidemment pousser les feux. Et aujourd'hui, on a des dizaines de villes en France qui font Parler Bambin parce qu'on a fait cette évaluation. Et donc, c'est fondamental demain que le potentiel de créativité et d'innovation qu'il y a à EPIDA, mais qu'il y a ailleurs aussi, il puisse trouver des relais et des moyens, parce qu'une évaluation expérimentale, ça coûte très cher. Et là, je pense que ça, ce sera le rôle de l'État. Ça ne peut pas être le rôle ni des collectivités ni des associations, de payer de l'évaluation et d'avoir des conseils scientifiques, mais pas que scientifiques, avec des élus locaux, des responsables associatifs, qui soient capables de dire, voilà les modèles qui comptent. Et j'ajoute, je conclus là-dessus, qu'il serait bon qu'on intéresse la Cour des comptes à ces questions-là. Il serait bon qu'au lieu d'avoir un rapport annuel qui dénonce les gabegies d'argent public, on puisse valoriser là où l'argent public a permis des économies de coûts, puisqu'on sait que la pauvreté a un coût, ou d'autres bonnes idées très importantes. Et ça, voilà, on savait que le président de la Cour des comptes est un ancien élu local, on a déjà essayé de le sensibiliser, mais voilà, il faudrait arriver à trouver des choses positives là-dessus qui impliquent l'État, qui impliquent le gouvernement et le Parlement.
Le challenge de l'insertion, c'était bien sûr l'affaire des politiques, des associations, des entreprises d'insertion, etc. Mais c'était aussi l'affaire de tous. Et il me semble qu'aujourd'hui, il y a un problème qui est peut-être un déficit de la société civile, de connaissance par la société civile dans son ensemble, hormis bien sûr ceux qui la vivent au quotidien, un déficit de connaissance de la pauvreté. Aujourd'hui, on en connaît la partie, enfin, beaucoup de gens connaissent la partie émergée de l'iceberg, hein, le SDF qu'on croise dans la rue, les sans-papiers parce qu'on en parle beaucoup dans les journaux, mais on n'en connaît pas forcément le ventre mou. Enfin, ce n'est pas l'expression terrible, mais le ventre mou de la pauvreté, je ne suis pas sûr que tout le monde, la société civile en connaisse la réalité dans son vécu, la réalité des situations qu'on croise. Or, il me semble que là, il y a un vrai challenge, parce que si on veut que tous ceux qui vont accéder progressivement à différents niveaux de responsabilité dans la vie sociale, c'est-à-dire du plus bas au plus haut niveau de l'échelle, s'emparent de cette préoccupation, si on n'y arrive pas, à mon avis, on aura beaucoup de mal à faire accepter toute cette entreprise de lutte contre la pauvreté, surtout en face souvent un discours véhiculé par la sphère médiatique qui quelquefois est un petit peu caricatural, parfois stigmatisant, mais qui ne représente pas toujours la réalité du quotidien de bon nombre d'exclus qui, eux, font pas la une des journaux. Je pense qu'effectivement, parfois les mots sont piégeants, notamment le terme d'exclusion. À partir du moment où on lit pauvreté et exclusion, c'est comme si tous les pauvres étaient des gens complètement exclus de tous les réseaux sociaux, de toutes les sphères sociales, etc. Ce qui n'est, on le sait, pas vrai. On parle de plus en plus des travailleurs pauvres. Une augmentation de la pauvreté, c'est de la pauvreté aussi de gens qui travaillent. Donc je pense qu'il faudra qu'on réfléchisse sur les termes qui se sont développés depuis les années 80 et qui ont quand même eu un rôle aussi dans l'appréciation de l'opinion publique sur ce phénomène. L'insertion est devenue un secteur d'activité à part entière. Ce qui fait qu'une partie de la société s'est complètement désintéressée de la question, puisqu'il y avait un secteur, un champ d'organisation qui s'occupait de l'insertion. Donc je pense que peut-être qu'on est à un tournant aujourd'hui, où effectivement les questions sont de telle importance et de telle complexité, et sont devenues complètement sociétales, c'est-à-dire qu'elles s'inscrivent dans les mutations de la société. Et les solutions seront des solutions aussi dans la sortie de crise globale de la société. Ça ne sera pas simplement des solutions limitées à un public ou à une catégorie sociale particulière. Je crois que vous le disiez tout à l'heure. Alors, je profite d'avoir le micro pour travailler sur un autre terme que je trouve, qui me questionne moi, et notamment quand je regarde l'expérimentation EPIDA, c'est le rapport à l'emploi, au terme emploi. Alors, très souvent dans l'insertion et dans toutes les sphères autour, on considère qu'il y a des vrais emplois et des faux emplois. Or, je pense que tout travail rémunéré est un emploi de nature diverse, dans des conditions diverses, mais c'est un emploi. Et je pense que si on ne considère pas ça, on va effectivement continuer à segmenter, à trouver des dispositifs de plus en plus particuliers, de plus en plus spécifiques, parce qu'il y a de plus en plus de cas particuliers différenciés. Et je crois que c'est un élément qui, effectivement, participe à cette difficulté de notre société à comprendre les processus qui sont en cours. C'est pour ça que je suis très attachée, moi, à ce qu'on parle d'emploi. Il n'y a pas des emplois protégés et des emplois pas protégés. Quand on travaille sur les marchés publics à Bouygues, est-ce que c'est un emploi protégé ou ce n'est pas un emploi protégé? Vous voyez? Alors, est-ce que c'est le mode de financement qui définit la nature de l'emploi? Non. Donc je crois en tout cas pour moi, comme perspective, il est très très important qu'on reprenne des termes génériques pour intégrer les personnes dans des dynamiques globales, communes. On parlait de l'accès aux droits, mais il y a l'accès aussi au processus socio-économique commun. Et parce qu'on voit que l'emploi change, mais il change pour tout le monde. Il change aussi pour les cadres. Et je vais relever juste 3 points qui me paraissent intéressants dans ces changements. C'est le côté relationnel de l'emploi.
c'est de plus en plus relationnel. L'emploi ne peut pas être un emploi individuel. Il est de moins en moins, même si les gens travaillent individuellement de façon un peu émiettée ou à domicile, etc. etc. Hein. L'emploi est relationnel. L'emploi, c'est une construction collective. On le voit bien dans cette expérimentation-là. Vraiment, vous êtes au cœur de ça. Mais c'est aussi une construction globale. Quand on veut attirer des cadres supérieurs sur un territoire, on n'offre pas simplement des murs et une usine. On offre un cadre de vie, on offre des services, on offre des transports. Et il n'y a pas de raison que les gens les plus pauvres n'aient pas accès à ces mêmes services périphériques à l'emploi qui sont tout à fait nécessaires pour l'emploi. Et enfin, le troisième élément que je mettrai en évidence, mais ça a déjà été dit, c'est que de plus en plus l'emploi il est accompagné. Alors, il est accompagné par des professionnels, mais il est accompagné aussi par des tuteurs, il est accompagné dans le cadre de binômes. On travaille tous maintenant de façon accompagnée d'une certaine manière. Le tutorat est quelque chose de tout à fait important dans l'emploi dit normal. Donc je crois qu'il y a des choses qui sont spécifiques, bien sûr, mais il ne faudrait pas mettre uniquement l'accent sur les dispositifs spécifiques et oublier qu'on s'inscrit dans des changements du travail, dans des changements de l'emploi, et ces changements sont communs à toute la société. Ça marche? Oui, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit, les deux intervenants. D'ailleurs, nous, le mot insertion, c'est vrai que ça nous gonfle, et je propose tout simplement qu'aujourd'hui on arrête de parler d'EPIDA, mais qu'on parle d'EPEDA. C'est plus facile, puisque le mot insertion, on peut le remplacer par emploi. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas choisi EPEDA, c'était quand même pas mal. Alors, effectivement, les dispositifs d'insertion, c'est un énorme problème, parce que l'habitude consistant à dire qu'il faut partir de la rue pour aller vers le CDI, on sait bien que ça ne marche pas, et qu'il faut innover dans d'autres domaines. Et l'autre constat qu'on fait aussi, c'est que lorsque l'on parle de ce qu'on fait dans les structures d'insertion, qu'on en parle dans les entreprises ou qu'on en parle au commun des mortels, personne ne sait ce qu'on fait, parce que c'est impressionnant comment c'est confus. Les quatre formes de SIAE, personne ne sait ça. Alors c'est révélateur sans doute d'une absence de prise en compte sociétale à laquelle on contribue nous aussi dans les structures d'insertion par la confusion. On est nous-mêmes bloqués aussi, ambivalents, etc. Et je crois que vraiment il faut qu'on avance sur ces questions-là, que l'on, comme il vient d'être dit là, effectivement, que l'on sache un peu mieux ce que vivent les personnes en situation d'exclusion, mais aussi ce qui se vit dans nos structures, et qu'on arrête de les appeler des structures d'ailleurs, et d'où le terme effectivement entreprise solidaire, qu'on communique tous sur ce que nous sommes, c'est-à-dire des entreprises solidaires, quelle qu'en soit la forme juridique. Voilà. Et bon, voilà, et je pense qu'on a un bout de chemin à faire. Et puis derrière, eh bien, il faut des moyens financiers, c'est toujours pareil. Il faut des moyens, il faut avoir un droit à l'innovation, l'innovation sociale et économique. Et donc là, on a besoin aussi d'avoir un appui de nos élus. Effectivement, nous quittons une dizaine d'années de retour en arrière. Donc maintenant, on a remis les pendules à l'heure au mois de mai. Il faut maintenant qu'on continue à avancer et regagner le temps qu'on a perdu pendant 10 ans. Voilà. Oui, moi je voudrais profiter pour lancer un peu un appel aux économistes. On parle du non-sens économique de la pauvreté, du coût de la pauvreté. Et c'est combien le coût de la pauvreté? Quand on interroge M. Google, on ne trouve pas grand-chose. La seule chose que j'ai trouvée, c'est une étude faite au Québec qui prend le coût du traitement direct, du traitement social du chômage, du coût de la pauvreté transmise aux enfants et du coût de la renonciation à la production des chômeurs et des exclus. Et ils arrivent à des chiffres. Je me suis livré à un petit exercice de dire, mais et si j'applique ça, toutes choses égales par ailleurs, à la France, ça fait combien? L'ordre de grandeur semble être la centaine de milliards. Ce qui veut dire que je pense que ça aurait quand même un grand intérêt, ça permettrait de sortir d'une approche uniquement morale, importante, certes, mais peut-être pas suffisante pour dialoguer avec le monde de l'économie et leur dire, voilà, peut-être que vous vous foutez de l'aspect moral, peut-être que ça ne vous intéresse pas, mais là, ça doit vous intéresser. Parce que si c'est ce coup-là, effectivement, vous avez intérêt à ce qu'on progresse dans ce domaine. Et donc c'est un appel, même, je sais bien que c'est difficile, mais essayons quand même de mettre des chiffres. À part l'étude canadienne. Ceci dit, après, une fois qu'on a chiffré, c'est une question d'interprétation. Vous pouvez avoir des économistes qui disent c'est très cher, mais du coup, il faut diminuer les prestations.
voyez, hein. Vous pouvez, donc après, effectivement, après on retombe dans le politique. Hein. Les économistes, ils peuvent faire l'étude technique, mais ce ne sont pas les économistes qui feront effectivement les choix politiques, hein, au vu de ces données techniques. Je partage tout à fait ce que vient de dire Daniel Demoustier. Moi, je vais même plus loin. Enfin, il y a une forme quelque part d'inféodation de la pensée à vouloir économiser très ou je ne sais pas tout. C'est comme les logiques de dire on va quantifier le bénévolat dans le PIB. C'est absurde. Oui, c'est fait. C'est absurde. C'est-à-dire, où est-ce qu'on s'arrête et quelles conséquences ça a? Qu'est-ce que ça signifie? Les puissants, les dominants, les chefs d'entreprise ou les gouvernants ne vont pas d'un seul coup se dire ah ben, je vais lutter contre la pauvreté parce que le coût économique serait impossible. La question même, est-ce que c'est un non-sens économique? C'est un consensus. Donc, je pense que l'enjeu, il n'est pas tant dans l'idée de convaincre sur la nécessité de lutter que d'inventer un modèle qui fasse que, puisque le modèle actuel crée de la pauvreté, donc c'est bien ça qu'il faut changer, il faut trouver un modèle de développement qui réduise la pauvreté. Et je voulais dire un dernier mot par rapport à l'intervention de monsieur que je partage totalement, sur un élément qu'on a peu abordé ici, mais qui pourtant est fondamental, parce qu'il est dans la boucle de la pauvreté, de la lutte contre la pauvreté. C'est que derrière ces logiques où finalement personne ne comprend bien ce qui se passe dans l'insertion par l'activité économique parce qu'il faut quelques heures de cours pour arriver ne serait-ce que s'y reconnaître dans les sigles, ou dans le social c'est pareil, on a l'impression d'une complexité terrible, hein. Moi en tant qu'élu, je peux vous le dire, c'est pareil pour le logement, on est sur des domaines où le niveau de spécialisation des acteurs est très élevé et où même le partage politique à l'intérieur d'une équipe est compliqué parfois parce que voilà, rares sont les élus qui ont cette compréhension technique des problèmes. Donc il y a cet enjeu de simplification. Il y a cet enjeu, on l'a dit tout à l'heure, de valorisation, de faire connaître, si on veut que nos concitoyens trouvent une légitimité à notre action. Ça paraît assez fondamental. Puis il y a un autre enjeu, c'est que derrière toute cette complexité et cette spécialisation, ce ciblage par public, on a développé, et là nous avons une responsabilité grave, on a développé la culture de l'entre-soi dans ce pays. C'est-à-dire que finalement, en spécialisant les dispositifs, en spécialisant les structures, en spécialisant les lieux, on a ritualisé la vie sociale dans des logiques d'entre-soi. On a mis les personnes âgées entre elles. Et en plus, dans bien des villes, on a mis les Chibani, les vieux migrants entre eux, et puis les retraités de la ville entre eux, chacun de son côté. On a des lieux où on va accueillir que les pauvres. Là, on a des plateformes qui vont se créer, qui sont des services locaux de solidarité, qui ne seront dédiés que aux pauvres. Pour y aller, c'est seulement si vous avez besoin d'une assistante sociale. Tout le travail de prévention, toutes les autres difficultés, etc., c'est pas là. Donc, cette spécialisation des lieux, ça amène à des segmentations de public et ça fait, comme on est, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais comme on est sur un espace public anxiogène, comme on est sur des temps et des lieux de la vie sociale qui se sont restreints, on est sur des vies sociales qui s'organisent à partir d'entre-soi. Ce qui était beaucoup moins le cas avant. Donc on n'a pas de mixité sociale dans les temps de la vie, de la vie sociale et de la vie collective. Et là-dessus, quand dans le secteur social, à Grenoble, dans certains quartiers, on va avoir 10 associations qui vont accueillir en fonction des typologies différentes de public, 3 lieux de services publics différents, 4 équipements petite enfance avec chacun ses spécialités, etc., etc. Bon, on a des choses où finalement, nous-mêmes, en tant qu'acteurs publics et associatifs, on contribue au délitement du lien social et on ne réglera pas les questions de non-recours et de lutte contre la pauvreté si on ne remet pas tout le monde dans des lieux de service et dans des lieux où chacun se reconnaît l'égal de l'autre, où on porte de l'action collective et où on a tous ensemble les mêmes droits. Sinon, on encourage les concurrences de public et les logiques de ségrégation, dont je rappelle que la plus grande ségrégation de notre pays, ce n'est pas celle des pauvres, c'est celle des riches.